Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo sur la sélection d'exercices, comment choisir ses exos concrètement. Ici, je vais pas te donner une tier list comme on voit partout, mes meilleurs exopecs, mes meilleurs exodos, etc. Je vais te donner des critères comme ça, tu pourras te faire ton propre avis, ta propre réflexion sur les exos que tu as à disposition également, parce que j'aime bien les tier lists, mais des fois, voilà, S tier c'est un truc de malade que je peux pas faire, donc comment on fait? Là ici tu auras des critères pour que tu puisses juger en fonction du matériel que tu as chez toi, bah, tout simplement quels exercices choisir. Avant tout, quelques petits résultats de la team Le Triste. Donc ça, c'est évidemment via des programmes qui sont adaptés à chaque personne, en fonction du matériel également. On choisit le plus optimisé. Tu verras dans cette liste que, enfin dans cette vidéo avec différents critères que c'est pas forcément le plus optimal qu'il faut choisir. Tu verras un petit peu plus en détail tout de suite. Donc déjà, pourquoi cette vidéo? Donc comme je disais, c'est qu'on voit des tier lists absolument partout, mais que derrière, il n'y a pas trop d'arguments. C'est juste, voilà, tel exercice, il est bien, mais on t'explique pas vraiment pourquoi. Ok, on va dire la stabilité, machin. On va voir ça, tout ça ensemble. Donc ici, je vais pas te présenter les meilleurs exos, mais plutôt, voilà, des critères de sélection. Premier critère, la simplicité. Donc là, tu le voyais pas forcément venir, mais en fait, tous les exercices un peu farfelus, que tu m'as peut-être déjà vu faire sur Instagram en story, voilà, j'aime bien faire des trucs un petit peu farfelus, trucs compliqués, finalement, pour la plupart des gens, c'est pas tenable sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, ça demande beaucoup de matériel parfois, une mise en place extrêmement compliquée, qui est longue. Quand tu t'entraînes à des heures de pointe, tu ne peux pas le faire tout le temps parce que, bah voilà, si tu as besoin d'un banc, de deux poulies, une ceinture, des trucs dans tous les sens, évidemment que c'est pas possible de le faire toutes les semaines. Il y a un moment donné, bah, t'auras pas les deux poulies, t'auras pas le banc, tu vois, c'est compliqué. Donc, quelque chose de simple, tout simplement. Ça peut être optimisé, un setup qui est optimisé, mais qui est pas trop compliqué à mettre en place, tout simplement. Voilà. Donc moi j'aime bien faire ça parce que voilà, je suis passionné, j'adore optimiser mon entraînement, ça me fait kiffer tout simplement de faire des trucs complexes parfois. Voilà. Mais c'est parce que ça me fait kiffer derrière. C'est pas juste parce que c'est au plus optimal, pas du tout. C'est parce que j'aime bien. Donc ça me fait voilà, certainement kiffer mon entraînement. Donc voilà pourquoi je le fais. C'est pas juste parce que ça fait joli, parce que c'est instagrammable, ce genre de choses. Il faut vraiment que tu aies dans la plupart des cas des exercices très simples à mettre en place. Ok. Ensuite, tu as évidemment la stabilité. Donc là, c'est un critère que tu as forcément déjà entendu. Un exercice qui est stable, c'est forcément un exercice de meilleure qualité puisque tu vas pouvoir produire plus de force. Et qui dit plus de force sur le muscle que tu veux cibler, dit forcément plus de gains à moyen long terme. Je prends l'exemple d'un tirage horizontal à la poulie, donc sur une station de tirage horizontal classique. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu vas avoir la hanche qui va bouger. En gros, tu vas avoir tout le dos qui vient tracter la charge de cette façon. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, en soi, si ton but c'est vraiment de focus le grand dorsal ou le haut du dos en fonction de la prise que tu choisis, donc prise serrée, prise large, eh bien, l'intervention du coup de tes érecteurs du rachis, de voilà, tous les muscles qui interviennent sur le fait de tracter avec tout son dos, n'a pas un bénéfice pour ton grand dorsal ou le haut de ton dos. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas le muscle cible et c'est pas ce muscle-là qui a pour rôle de faire cette action. Du coup, cette instabilité, bah, ça entraîne indirectement moins de production de force sur le muscle que tu veux cibler, une déperdition, on va dire, de force, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc si tu as un support pour le buste avec un tirage horizontal, ah bah là on est carrément très bien, puisque le buste, le support pour le buste, ça t'empêche d'être ramené vers l'avant à cause de la charge, et t'as pas besoin de faire une compensation avec, voilà, donc de tracter avec tout ton dos, c'est beaucoup mieux. Donc clairement, si tu as un support pour le buste, bah choisis le direct comme exercice, ça sera bien mieux. L'idée c'est que plus il y a le point d'ancrage, pardon, donc un point d'ancrage c'est simplement un point qui te permet d'appuyer pour empêcher la force de t'emmener. Donc typiquement, voilà, tes deux pieds sur les deux patins sur les côtés là, du tirage horizontal, c'est deux points d'ancrage, donc c'est bien, mais il te manque quelque chose pour le buste. Donc ça manque quelque chose. Alors que quand tu as justement support pour le buste, en général tu as également le truc pour les pieds, donc ça fait 3 points d'ancrage, donc c'est excellent. Voire même un quatrième si tu utilises ton autre main pour de l'unilatéral, bah là c'est vraiment excellent, 4 points d'ancrage, on peut pas faire mieux, c'est excellent. Ensuite tu as la facilité de surcharge. Je vois beaucoup de personnes en fait, qui choisissent des exercices qui malheureusement ne sont pas très optimales d'un point de vue surcharge progressive. Pourquoi? Bah, déjà tout ce qui est haltère. Le problème des haltères, alors c'est très simple à mettre en place, ça peut être plus ou moins stable en fonction des exercices. Le problème, ça va être la surcharge. Quand tu passes de 10 kg à 12 kg, l'écart il est de 20%. 20% pour une surcharge, c'est deux fois plus que ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé en général, c'est 10% de surcharge quand tu augmentes la charge, tout simplement, pour limiter les risques de blessure. Donc 20% c'est vraiment trop. Donc essaie de trouver une variante qui te permet de faire des incréments un petit peu plus petits, notamment aux poulies. L'avantage des poulies c'est que, ok les plaques c'est 2,5 en 2,5, mais tu peux ajouter des micro-disques à l'intérieur. Je te fais référence d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite sur
comprendre les poulies et comment vraiment surcharger dessus, parce que tout le monde se trompe à mettre les 1,25 sur la poulie. En réalité, t'ajoutes que 600 grammes, pas 1,25 kg. Bref, petit aparté. Donc les poulies, c'est beaucoup plus intéressant pour surcharger, il y a beaucoup d'incréments. Pareil pour les machines. Les machines, t'en as certaines qui sont très lourdes, d'autres plus légères. En réalité, une machine qui est relativement légère, bah, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de relativement surcharger sur long terme, surtout si tu es débutant, intermédiaire. Quand tu es très avancé, là ça peut être compréhensible que ça soit chiant, parce qu'à un moment donné, bah, juste tu vas stack la machine et tu pourras plus rien faire, plus progresser dessus. Donc il y a certaines machines qui sont faites comme ça, d'autres moins. Et en réalité, si tu as une excellente exécution, tu as quand même une grande majorité de machines qui sont longues à stacker. Si vraiment ton exécution est très bonne, je parle. Si tu commences à tricher, évidemment qu'il y a certaines que tu peux vraiment facilement stacker. Voilà, petite astuce, si tu veux vraiment utiliser les haltères, ce qui est totalement ok, tu peux t'acheter des poignées lestées de 1 kg, ce qui te permet d'avoir des incréments de 1 kg en 1 kg, et là c'est beaucoup mieux évidemment pour ta surcharge progressive. Tu pourras faire des incréments de 10%, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est simplement des poignées que tu scratches autour de tes poignets, qui pèsent simplement 1 kg. Ensuite, tu vas avoir la facilité d'apprentissage. Donc là, ça dépend également de ton niveau. Mais si un mouvement est très compliqué à maîtriser, bah en fait, tu vas perdre énormément de temps à apprendre la technique. Si par exemple, tu souhaites, bah là pour le coup, j'ai mis des exemples, pour les ischios ou les fessiers, le RDL. Le RDL, c'est un excellent exercice. Tension à l'étirement, super. Le gros problème de ça, c'est que c'est extrêmement compliqué à maîtriser parce que, bah en fait, les hanches et les épaules, de manière générale, c'est quelque chose qui est très dur à maîtriser. De bien maîtriser, voilà, ses omoplates, sa chaîne scapulaire, ses épaules, de bien les fixer ou pas. Pareil pour le bassin, de faire antéversion, rétroversion. C'est pas du tout familier pour les gens. Ce qui fait que c'est des mouvements relativement durs à apprendre. Donc c'est pareil pour les mouvements derrière d'épaule, de pas engager les trapèzes, de bien fixer son épaule vers l'avant, de pas raccrocher l'omoplate, de bien la laisser en protraction. Ça peut être compliqué pour certains. D'où le fait que, bah voilà, faut trouver aussi des exos faciles à apprendre où pour le coup on perdra pas des semaines et des mois à l'apprendre. Tout ça. Ensuite la tension de l'exercice, bon là on rentre un petit peu plus dans le dur. Concrètement, à quoi ressemble le profil de résistance de la machine? Est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'on veut? Parce que je vois pour le coup beaucoup de fois les mêmes séances pour les pecs notamment, avec un développé couché, un développé incliné aux haltères, des dips. En fait, les trois exercices, c'est le même profil de résistance. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à la gravité, et à chaque fois ce qui se passe, c'est que on a le max de la tension au niveau de l'étirement, puis à la fin, moins de tension parce que les angles se referment, on a moins de bras de levier sur l'épaule. Ce qui fait que bah, plus on contracte, moins il y a de tension sur les pectoraux. Donc au final, on fait 3 fois le même type de tension, ce qui est assez dommage. Même si les angles au niveau du coude changent, donc on vise plus le bas des pecs, milieu, haut des pecs, ce qui est bien, on est tout le temps sur de l'étirement. Donc ça peut être intéressant pour le coup d'avoir de la tension plutôt à la fin, donc à la contraction, notamment sur un pec deck qui est fait pour avoir une tension à la contraction, car là, pareil, beaucoup d'erreurs. Certains pensent que tous les pec deck, tous les leg extensions ou ce genre de machines ont forcément une tension à la contraction. C'est totalement faux. Ça dépend du modèle, ça dépend de la machine. Typiquement, si vous entrez dans un fitness park, le pec deck Technogym est à tension d'étirement, pas du tout de contraction. Par contre, celui de Basic Fit, lui, a une tension totalement continue. Donc que ça soit l'étirement au milieu, à la fin, la tension est exactement la même. Donc c'est une très très bonne machine pour le coup. Je la préfère personnellement à la Technogym. Et c'est exactement pareil pour les leg extensions. Le Matrix a un petit peu plus de tension au début, voire milieu de mouvement, et à la fin, il y a moins de tension, alors que le Technogym, lui, est un peu plus dur, voilà, vers le milieu du mouvement également, mais un peu plus constant. Il y a moins de changements au niveau de la tension. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut de la variété dans son programme, il faut avoir un peu de contraction, un peu d'étirement, ça peut être bénéfique d'avoir un peu de tout. Notamment quand on a des retards, ça peut être très intéressant d'avoir de la contraction avant de l'étirement. Donc voilà, je faisais le rapprochement entre les différents pec deck. Il y a aussi celui de hammer. Le hammer, lui, a plus de tension à la contraction pour le coup. Et enfin, dernier critère, l'amplitude du mouvement. Le but, bah voilà, c'est quand même d'avoir une relativement grande amplitude de mouvement et qui respecte surtout un point qui est essentiel que j'ai pas mis en critère, mais qui paraît logique, qui respecte la fonction anatomique du muscle. Si on travaille les pecs, le but c'est de faire une adduction transversale de l'humérus, donc le bras qui se ramène vers l'intérieur, alors plus ou moins en hauteur selon les fibres qu'on veut viser, mais dans l'idée c'est ça. Si le mouvement respecte pas ça, bon bah c'est pas un bon exercice pour les pecs. Donc ça reste un petit peu la base. Puis le but c'est qu'il y ait une grande amplitude sur cette adduction transverse. Donc sur un pec deck, bah, c'est carrément l'amplitude complète. Même si on pourrait raccourcir encore plus si on fait l'unilatéral pour le coup. Mais voilà, déjà un pec deck c'est pas mal niveau amplitude. Tout ce qui est développé pareil, on a pas mal d'étirements, pardon. Donc c'est vraiment intéressant. Pour récapituler les 6 critères, donc on a la simplicité de mise en place, la stabilité avec le point d'ancrage, donc un maximum de points d'ancrage, la facilité de surcharge, donc facilement surchargeable,
facilité d'apprentissage en fonction de ton niveau, si tu es relativement débutant, intermédiaire, voilà, va pas trop te faire chier avec des exos trop compliqués à mettre en place que tu vas galérer à apprendre tout simplement. Ensuite, on va avoir des profils de résistance qui varient, également des profils de résistance qui sont en adéquation avec ta force, c'est-à-dire que là, c'est vraiment beaucoup plus poussé, t'es pas obligé de savoir ça, mais tu as certaines machines qui, malheureusement, sont plus lourdes à un moment où tu es moins fort pour produire de la force. Donc, c'est techniquement beaucoup plus difficile d'aller chercher plus de répétitions. Il y a un moment donné où, bah, en fait, ton muscle n'est plus capable de produire de la force, en tout cas sur cette partie du mouvement, et la machine devient plus lourde. Donc, c'est pas bon du tout, tu vois. Il y a un effet de courbe où ça fait que le mouvement est très facile à un moment, toi tu es capable de produire beaucoup de force, donc tu es très très fort. Plus la machine est lourde, moins tu es capable de pousser, donc au final, bah, c'est pas du tout en adéquation, la machine est mal faite, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est pas très intéressant, tu vas pas pouvoir grinder des reps, aller chercher vraiment l'échec, ça va être très dur. Donc c'est pour ça que, tu vois, certaines fois que je bidouille un peu certaines machines pour changer la tension, etc. Et puis des amplitudes de mouvement suffisantes qui te permettent de voilà, avoir de grandes longueurs musculaires globalement et de chercher un peu de contraction, un peu d'étirement, en tout cas de stimuler un maximum de fibres sur chaque muscle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras compris chaque critère. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais, à commenter cette vidéo, à la like évidemment, à t'abonner. Et puis écoute, je te souhaite une excellente journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.